Bienvenue au podcast Première Manche. Je suis vraiment contente d'être accompagnée de Marie-Michèle Gagnon aujourd'hui, athlète sur l'équipe internationale. On va apprendre un peu plus sur ses objectifs de l'année et sur son parcours dans le monde du ski. Donc, bonjour Marie-Michèle, bienvenue. Bonjour, bonsoir. En fait, pour moi en Europe, bonjour pour vous au Québec. Comment ça va? T'es où en Europe? Peux-tu-nous... Ça va super bien, merci. En ce moment, je suis à Sennale. C'est un des glaciers en Italie, au nord de l'Italie, pas loin de Solden, en fait. Quelques jours d'entraînement avant de retourner à la maison. Ah, cool, super. Ben oui, je viens de parler à Laurence Saint-Germain, justement. Donc, c'est super le fun d'avoir de vos nouvelles en Europe. Donc, première petite question, peux-tu nous parler un peu de ton parcours dans le monde du ski, d'où tu viens, de ton club, puis ton cheminement pour te rendre Certainement. jusqu'à... Oui. Oui, oui. Donc, en fait, moi, je viens du Mont-Rignan. C'est une petite station de ski au sud de la ville de Québec. En fait, c'est près du village qui s'appelle Lac-Etchemin. Donc, moi, j'ai grandi à 5 minutes de la station de ski. Donc, quand j'étais jeune, je faisais du patin artistique, du triathlon, du ski alpin, un peu de tout. Puis, le ski alpin, ça a toujours été comme mon sport préféré. J'adorais aller dehors. C'est un sport qui est aussi avec des coéquipières, des coéquipiers. Donc, c'est un esprit d'équipe. J'adorais ça, être dehors et tout ça. Et puis ensuite, mon parcours après avoir fait le. En fait, pour expliquer un peu plus en détail, c'est qu'au Montréal, nous, on court sur le circuit de la. Je ne sais même pas exactement c'est quoi qui s'appelle le circuit, mais on ne coursait pas contre le Mont-Saint-Anne, le relais Stoneham, on coursait plutôt contre d'autres petites stations de ski autour de nous, la Côte des Chats, Vallée-Jonction, la Crapaudière qui n'existe même plus maintenant. Fait que c'était vraiment comme un petit circuit. Et puis, en fait, de là, j'ai comme progressé. Je suis allée compétitionner au circuit de Skibec contre les filles qui étaient du Mont-Saint-Anne, le relais, etc. Puis, j'ai bien performé. Puis, je me suis qualifiée sur l'équipe de Skibec, qui est l'équipe de région de Québec, comme vous savez bien. Et Oui. puis, après ça, ben, j'ai fait des belles courses sur Skibec. Puis, j'ai été capable de me qualifier sur l'équipe du Québec. J'ai passé, je pense, 2, 3 ans sur l'équipe du Québec. Je pense 3. D'ailleurs, j'avais comme entraîneur Conrad Gay pendant quelques années, le père d'Éric Gay, qui était un entraîneur vraiment très, très fort. Puis j'ai vraiment appris de lui. Et puis ensuite de là, je suis montée sur l'équipe développement de l'équipe nationale. Et puis, c'est ça. Dans le fond, un peu le parcours un peu typique là, d'un athlète du développement à la Coupe du Monde. Puis là, maintenant, je suis comme sur la Coupe du Monde depuis, je pense que c'est 13 ans ou peut-être 14, je ne sais pas, longtemps. Là. Fait que c'est ça. Ben oui, ouais, on adore ça te suivre depuis tant d'années. Donc, c'est super, comme tu dis, Merci. c'est le chemin un peu typique, là, comme tu as dit. Mais ce qui te définit vraiment maintenant, c'est les épreuves de vitesse. Donc, peux-tu nous parler un peu de ton choix ou de la décision qui a été prise pour toi de te spécialiser en vitesse plutôt que dans les disciplines techniques? Oui, certainement. En fait, moi, quand j'avais à peu près 16, 17 ans, le temps que je me suis qualifiée sur l'équipe nationale, je m'étais qualifiée avec mes résultats en super géant. Donc, tu sais, j'avais déjà des affinités avec les épreuves de vitesse quand j'étais jeune. Et puis, donc, c'est ça, je me suis qualifiée, je suis arrivée sur l'équipe nationale. Mais là, j'ai une blessure, je me suis cassé la jambe. Donc, en revenant de ma blessure, ils m'ont amené dans les épreuves techniques, ce qui fait du sens. Qu'en revenant d'une grosse blessure, c'est sûr que c'est bon de travailler sur la base, la technique, etc. Donc, j'ai fait plusieurs années en technique parce que, évidemment, notre groupe était plus forte dans ce temps-là en technique. Il y avait plus de potentiel dans les plus jeunes en technique, tandis que les filles de vitesse qui étaient fortes, mais ils s'en venaient comme tout autour de la retraite. Alors, c'était comme, j'étais un peu, pas poussée là-dedans, mais comme j'ai bien performé en C'était technique, donc je suis encouragé. restée là-dedans. Oui. Ouais, encouragée. Puis en même temps, c'est vraiment une bonne décision parce que c'est important d'avoir une base technique forte pour pouvoir performer en vitesse aussi. Donc, c'est ça. Je savais toujours dans ma tête que comme plus tard dans ma carrière, je voulais aller plus dans les événements de discipline, de vitesse, Oui. des événements, les disciplines de vitesse. Et donc, quand je me suis blessée à Lac-Louise, il y a peut-être maintenant 3 ans, juste avant Pyeongchang, donc 4 ans, Mhm. euh,
Ouais, j'avais commencé à m'entraîner plus en descente puis en super G cet été-là pour me préparer pour le combiné de Pyeongchang, qui était comme une discipline qui, pour moi, qui était une bonne chance de médaille. Puis j'ai eu la méga piqûre je me suis rappelé à quel point j'adore la vitesse. Puis, tu sais, de m'entraîner, j'avais continué à faire un peu des courses de vitesse à travers les années quand j'étais en technique, mais j'avais pas vraiment fait beaucoup de millages. Mais là, de faire plus de millages, j'ai comme, tu sais, vraiment progressé rapidement, puis j'adorais ça, puis j'adore ça encore maintenant. Donc, c'était comme, j'ai comme réalisé que c'était vraiment, c'était vers là que je devais m'en aller. Donc, même si je me suis blessée, quand je suis revenue, j'ai décidé justement de lâcher le slalom. C'était un peu... il y a des gens qui ont comme critiqué ça un peu comme OK, qu'est-ce qu'elle fait? Parce que, tu sais, clairement, j'étais dans le top 15 en slalom pendant des années et tout ça. Mm-hmm. Mais moi, je savais que c'était comme le bon chemin pour moi. Puis c'est là que j'étais le plus heureuse. Donc, j'ai continué là-dedans. Puis c'est sûr que revenant de blessure, j'avais pas réalisé à quel point que ça allait être difficile mentalement de revenir d'une blessure comme je te dis encore au plan mental. Donc, ça m'a pris quelques années de revenir de ma blessure, mais là, ça a porté fruit. Puis justement, la saison dernière, ça a finalement cliqué. Puis toutes les choses se sont alignées. Puis je suis vraiment, vraiment heureuse d'être en vitesse. J'adore ça. Ben oui, ben félicitations d'avoir trouvé ta piqûre, puis honnêtement d'avoir persévéré parce que c'est pas évident. Puis comme tu dis, il faut vraiment s'écouter. Puis tu le savais, puis même si tu étais dans le top 15 en slalom, des fois, clairement, tu savais où est-ce que tu t'en allais. Donc, c'est super. Puis justement, lors de ces périodes plus difficiles, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce qui se passait dans ta tête? Qu'est-ce que tu as fait pour retrouver les bonnes sensations, mettons, les jours suivants d'une période difficile en entraînement? Ouais. Est-ce que tu as quelque chose que tu fais en particulier, par exemple? Bien, ce que j'ai fait, ce qui est différent du reste de ma carrière, c'est que j'ai travaillé avec un entraîneur mental, dans le fond. Il appelle ça un mental performance coach. Son nom, c'est Jean-François Ménard, qui est B210, m'a comme aligné avec lui au début. Puis, c'est quelque chose, j'ai travaillé sur les petits, comment expliquer ça? Dans le fond, les skills, les habiletés mentales. Comment relaxer si je suis vraiment, vraiment stressée, comment un peu avoir une idée de, tu sais, réaliser comment voir l'adrénaline. Tu sais, quand on est nerveuse dans le parcours avant de partir, de comme voir ça comme une bonne chose, parce que dans le fond, c'est une forme d'adrénaline qui te prépare à être focusé. Puis, tu sais, toutes sortes de choses qu'on a travaillé vraiment. Il faudrait que je regarde mon carnet pour te donner vraiment en détail. Mais ça, c'est quelque chose que j'ai travaillé beaucoup, l'aspect mental que je n'avais jamais fait avant. Donc, c'est ça que j'ai fait différent. Ensuite, il fallait la patience vraiment parce que ça me prenait le millage pour revenir en vitesse à être forte. Ça me prenait de reprendre ma confiance sur mes skis. Puis, tu sais, aussi, l'année dernière, une des choses qui a été très positive pour moi, c'est que j'ai changé d'entraîneur et de ski, de mon équipement de ski. Okay. Donc, ça a été 2 changements super positifs pour moi de ce côté-là. Mais oui, c'est sûr que ça aide. Bon, mais tant mieux. Puis une petite question qui peut sembler un peu deep si on veut. Qu'est-ce qu'on demande en tant qu'athlète de haute performance? Qu'est-ce qu'on demande? Oui, qu'est-ce qu'on demande de toi? C'est quoi, mettons, que ça prend pour être une athlète de haut niveau selon toi? Oui, ça, c'est comme tu dis, c'est une question deep. Tu peux répondre plein de réponses. Oui, c'est ça. Mais tu sais, pour moi, je crois que ça prend vraiment la passion pour le sport parce que si ça, c'est pas là, évidemment, pourquoi est-ce que tu fais ça? Ça prend la patience ou ça s'apprend la patience parce que je te dirais, je suis pas une personne qui est vraiment super patiente en général. La patience, c'est quelque chose qu'il faut apprendre parce que c'est souvent des buts à long terme. Tu peux pas juste t'imaginer que l'année prochaine, tu vas gagner la Coupe du Monde. C'est quelque chose de super long terme. Donc, de ce côté-là, ça, puis la détermination, le travail de continu, là, ça finit pas d'année en année. Tu peux arriver, puis là, tout d'un coup, tu es vraiment bonne, mais ça change l'année d'après parce que le niveau des coureuses s'améliore toujours. Fait qu'il faut toujours que tu restes, stay on your toes. Là, dans le fond, il faut que tu sois toujours en train d'innover le sport. Travailler fort, la détermination. C'est ça que je pense en ce moment. Comme les trois. C'est une super bonne réponse. Il n'y a pas de bonne réponse, là. En passant, il n'y a pas de bonne réponse, mais c'est drôle parce que là,
Ben oui, non, mais c'est la troisième que je passe dans le fond sur le podcast. C'est super intéressant parce que Laurence et Valérie ont le premier mot qui est sorti de leur bouche, c'est la passion aussi. Donc, c'est sûr que c'est un thème qui revient. Puis, je pense que c'est bon, là, parler de la passion pour les jeunes qui nous écoutent. Donc, c'est ça. Puis, peux-tu nous parler un peu, dans le fond, de ta dernière année, sur quoi tu t'es concentrée? Ça a été une année COVID, donc est-ce que tes objectifs ont un peu changé? En fait, comme c'est une année COVID, fait que oui, ça a été un peu plus de stress de ce côté-là. Mais pour moi, de ce côté-là, j'ai décidé de faire moins de discipline. Donc, j'ai comme coupé le géant que je faisais encore les années d'avant pour vraiment me focusser sur les épreuves de vitesse. Comme ça, mon horaire était moins chargé. J'avais plus le temps de m'entraîner entre les courses. Puis comme je te disais tantôt, j'ai changé d'équipement puis j'ai changé d'entraîneur. Fait que, ça a été beaucoup de changements. Mais tous les changements que j'ai faits, ils ont été hyper positifs. Puis, comme c'était juste fait pour que ça fonctionne. Tout a bien été. Mentalement, mon coach, il me calme beaucoup. Tu sais, même dans les événements plus importants, comme par exemple les championnats du monde. J'ai jamais été dans un championnat du monde au moins stressée que ça. J'avais tellement de fun. Puis, tu sais, j'étais vraiment dans une position où je pouvais bien performer. Alors, c'est ça. C'est un peu les changements ou la façon que j'ai approché. C'est sûr que le COVID, ça a été un peu plus difficile parce qu'on a dû rester en Europe pendant des mois. Mais moi, j'étais un peu chanceuse dans le sens que mon copain, il fait la même chose que moi. Puis lui aussi, il était pris en Europe. Fait que, on se voyait une fois de temps en temps. Puis c'est comme si on s'entend à la maison un peu. Fait que ça a été un peu plus facile que peut-être pour d'autres de pouvoir se voir puis de se sentir à la maison, même en Europe. Mais oui, d'ailleurs, félicitations pour tes fiançailles. J'aurais dû commencer par ça. Ben non. Non, mais écoute, le nombre de personnes qui m'ont envoyé la photo de toi, super excitant. Bon, puis dernière petite question, tes objectifs pour cette année olympique, peux-tu nous donner un peu plus de détails? Oui, ben c'est sûr que les Olympiques, c'est l'événement le plus important de la saison. On fait l'emphase sur les Olympiques. Mais pour nous, c'est une course comme une autre dans le sens qu'on a les mêmes compétitrices avec qui on compétitionne. Puis, en fait, même qu'il y a peut-être moins de filles parce que, par exemple, des pays comme l'Italie, peut-être qu'ils ont 8 filles qui sont fortes, mais ils peuvent seulement en avoir 4. En tout cas, mais c'est sûr que le but des Olympiques, c'est pour tout le monde, c'est d'aller chercher la médaille. Si ça m'arrive, parfait, je vais être super contente. Si ça ne m'arrive pas, ben, je vais leur donner mon mieux. Puis c'est pas comme si ça va faire make or break ma carrière en général. Parce que pour moi, je trouve que j'ai vraiment réalisé beaucoup de mes rêves que je voulais faire dans le sport de ski alpin, mais ça serait évidemment la cerise sur le gâteau, sur le sundae. Mais oui, mais c'est un super bon point puis intéressant pour tout le monde qui nous écoute que dans le fond, c'est une course un peu comme les autres parce que vous avez une saison très, très, très chargée. Donc, c'est ça, tu as d'autres étapes à suivre là, avant de te rendre aux Olympiques au mois de février. Donc, c'est super intéressant. Puis, dernière mini-question, as-tu des conseils pour la relève pour les tout petits jeunes? Ben, tu sais, c'est sûr qu'on s'en revient un peu sur les conseils pour un athlète élite, d'avoir la patience, puis s'assurer. Ce que je pourrais dire de différent de ce que je n'ai pas dit tantôt, c'est de s'assurer de s'entourer de gens qui sont motivés autour de nous. Tu sais, il y a souvent il y en a qui vont peut-être faire du ski, mais ils ne sont pas tant passionnés, ils ne sont pas super motivés. Puis des fois, ça fait que ton travail peut être moins bon parce que les gens autour de toi ne sont pas tant motivés. Fait que, tu sais, t'entourer de gens qui sont comme vraiment motivés, qui adorent leur sport. Je pense que c'est important d'avoir cette énergie-là autour dans un groupe. Puis que, tu sais, si c'est pas là, ben de trouver une personne qui est comme ça, puis de comme rester avec cette personne-là, passer beaucoup de temps ensemble. Puis comme ça, c'est dans beaucoup d'années que j'ai eu le plus de succès, c'est que j'ai été capable de me pousser avec un ou une ou deux ou trois coéquipières dans mon équipe on se poussait à tous les jours en entraînement, on essayait vraiment, on était comme vraiment passionnés, mordus, mais comme on voulait tout gagner, évidemment. Fait que c'est comme une atmosphère qui est compétitrice, mais vraiment aussi plaisante. Puis
c'est le fun d'avoir les gens motivés autour de nous. Fait que c'est la seule chose que je rajoutais à ce que j'ai déjà dit, autre que la patience, puis la détermination, qui est un peu claire. Là. Tout le monde sait que oui, ça vient avec le sport. Oui. Non, mais c'est super, c'est un vraiment, vraiment bon point, là, t'entourer de coachs, d'entraîneurs, de parents, de familles, d'amis, tout le monde qui est passionné par la même chose et qui est déterminé. Donc, ça conclut notre podcast. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de me parler. Je sais que vous avez un horaire très chargé en Avec Europe. plaisir. Puis, on se reparle très bientôt. Avec plaisir.